Sony vient d'annoncer la sortie d'une nouvelle caméra, la FX30, et dans cette vidéo, je vais te présenter tout ce qu'il faut retenir sur cette dernière. Et on commence juste après ça. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Synapse, chaîne où l'on parle de photos, de vidéos, de matériel, mais également de business, à travers des tutoriels que tu peux retrouver chaque semaine, et cela totalement gratuitement. Comme tu l'as vu dans l'introduction, aujourd'hui on va parler de la FX30, la nouvelle caméra de la gamme cinéma chez Sony. Il faut savoir que cette gamme cinéma avait déjà été complétée l'année dernière avec la sortie de la FX3 qui se présentait grossièrement à l'époque comme la version cinéma de la C-Test3, l'un des boîtiers phares de chez Sony pour faire de la vidéo. D'un point de vue extérieur, cette gamme cinéma va être reconnaissable par la présence de filetage à sa surface qui vont permettre d'accessoiriser la caméra sans faire intervenir de cage, également par la présence d'un ventilateur qui va permettre de ralentir la chaude de l'appareil et donc d'en augmenter l'autonomie, par l'absence de viseur électronique et enfin par la présence de voyants lumineux qui vont permettre de confirmer le lancement d'un enregistrement. Quand on décrit la caméra, tout du moins d'un point de vue extérieur, on a donc l'impression de décrire la FX3 et donc d'avoir la même caméra avec pourtant des prix totalement différents. En effet, le prix est de 2 299 € pour la FX30 et de 4 699 € pour la FX3. En plus d'un poids qui va varier avec une FX30 plus légère, la principale différence qui va notamment expliquer ce décalage au niveau du prix se trouve en interne au niveau du capteur. Alors qu'on avait un capteur plein format de 12 millions de pixels au niveau de la FX3, on se retrouve ici avec un capteur APS-C de 26 millions de pixels. Il faut tout de suite préciser néanmoins que ces 26 millions de pixels sont disponibles uniquement en photo. Ça va te permettre notamment d'avoir plus de détails au niveau de tes images, de cropper au niveau de ces dernières, mais également d'assurer une impression de belle facture et de grande dimension si tu en as besoin. En vidéo, la définition du capteur est de 20 millions de pixels. Ça te permet notamment d'avoir une 4K Ultra HD d'excellente qualité qui va notamment être rééchantillonnée à partir de la 6K. En fait, l'appareil va filmer des images en 6K et ensuite va les ramener en 4K. Sony annonce néanmoins un capteur qui possède une gamme dynamique moins bonne que celle de la FX3 et de la C-Test3. On perd ici un stop de dynamique. Bien qu'on conserve un système avec deux ISO natifs, l'un à 800 et l'autre à 2500, la plage de sensibilité est moins étendue avec des ISO allant de 100 à 32 000 pour la FX30. Ce capteur stabilisé sur 5 axes reste associé à de très bonnes performances en vidéo. En effet, la FX30 est donc capable de filmer en interne en 4K 4.2 10 bits et cela jusqu'à 120 images par seconde avec un enregistrement du son. A noter néanmoins que lorsqu'on est à 120 images par seconde, un recadrage de 1,6 va s'appliquer. La FX30 est également capable de monter jusqu'à 240 images par seconde, mais pour cela, il faudra basculer en Full HD. Il faut également noter que si on passe par un enregistreur externe de type Atomos Ninja 5, on est capable de filmer en RAW jusqu'à 16 bits. La présence de la 4K 4.2 10 bits, du RAW, mais également des différents profils d'images mis à disposition vont nous permettre de rendre l'étoilonnage en post-production très plaisant, mais également vont permettre de donner très facilement un look cinéma à tes images à partir du moment où ces dernières sont bien exposées. En effet, au niveau des profils d'images présents, on retrouve notamment le S-Cinetone qui va permettre d'obtenir une image directement utilisable à la sortie du boîtier sans phase d'étalonnage. Pour ceux qui désirent pousser l'étalonnage en post-production, on a la présence du X-Log 3, l'un des meilleurs logs du marché, qui va permettre de prendre du plaisir à ce niveau-là. Pour avoir utilisé la C-Test3 et son X-Log 3, je peux te garantir que ce dernier est de très grande qualité. Ce qui est donc intéressant ici, c'est qu'on a différents profils d'images qui vont permettre de s'adapter au niveau de chacun, mais également aux attentes de chacun. Au niveau des connectiques, on retrouve des choses assez classiques, notamment avec la présence d'une prise micro, d'une prise casque, d'une prise USB-C, d'une prise micro USB, également de la prise HDMI de type A, qui va permettre notamment cet enregistrement en RAW en externe. On a toujours de plus la possibilité de venir fixer une poignée équipée de deux prises XLR qui vont faciliter les enregistrements sonores, comme c'était déjà le cas au niveau de la FX3. Autre similarité avec la FX3 et la C-Test3 sont les capacités en termes d'autofocus. Ce dernier reste excellent, notamment avec un suivi des visages et des yeux chez les humains, mais également chez certains animaux. On retrouve de plus le Focus Map, c'est-à-dire l'aide à la mise au point, similaire à celle de la C-Test4. Comme ces aînés, elle possède également deux emplacements pouvant accueillir des cartes CF Express de type A, mais attention néanmoins, ces cartes sont très chères. Lexar vient récemment d'annoncer des cartes qui vont venir concurrencer celles de chez Sony.
Je te mets notamment le lien en description si cela peut t'intéresser. Sony a réagi en annonçant la sortie de nouvelles cartes, respectivement à 320 Go et à 640 Go. Je te mets ici toutes les informations concernant le prix, mais également les dates de sortie. Ces cartes sont assez chères et donc c'est une dépense qu'il faut anticiper lorsque tu veux acquérir ce type d'appareil. Néanmoins, tu as comme alternative de pouvoir utiliser des cartes V90 qui sont beaucoup plus abordables et qui auront juste pour limite de ne pas pouvoir enregistrer en 4K 120 images par seconde en non ultra. C'est un format qui va te permettre d'avoir la meilleure qualité possible en ultra ralenti, mais avec comme contrepartie des fichiers extrêmement lourds. La FX30 sur le papier a des atouts séduisants, mais la question maintenant est de savoir pour qui est fait ce type de boîtier. Comme je l'ai expliqué au niveau d'une récente vidéo qui t'aide à choisir ton boîtier en photo et en vidéo, je pense que ce boîtier n'est pas destiné pour des débutants, car j'estime qu'il y a moins cher pour apprendre de manière plus efficace. Ce boîtier se destine selon moi à des vidéastes voulant rentrer dans la gamme cinéma à des prix abordables, mais également à des créateurs de contenu exigeants. Il peut aussi s'adresser à des vidéastes possédant déjà une caméra de grande qualité et qui cherchent à avoir un boîtier secondaire pour leur production. La présence d'un capteur Super 35 ne doit pas du tout être un frein selon moi, car si on arrive à bien s'adapter au recadrage qui va entraîner, tu vas pouvoir avoir accès à des optiques moins encombrantes et moins chères. Il faut également se poser maintenant la question de la place qu'on va lui accorder sur le marché. Ses principaux concurrents selon moi étant le GH6, les Blackmagic 6K et 4K, le Canon R6, mais également le dernier Fuji X-H2S. Les Blackmagic premièrement sont d'excellentes caméras avec un RAW d'une très grande qualité, mais qui sont moins ciblés à des vidéastes qui sont portés sur le run and game. En effet, leur utilisation semble adaptée à des tournages beaucoup plus posés et demandent une organisation plus importante en post-production. De plus, il faut savoir qu'il faudra accessoiriser ta caméra et également investir dans des systèmes de stockage, également de batterie, pour pouvoir la rendre totalement fonctionnelle. Le GH6, lui, à l'inverse, est un boîtier qui est plus adapté au run and gun comme l'est la FX30. Le choix de l'un plus de l'autre va dépendre notamment de tes attentes au niveau de l'autofocus, au niveau de la taille du capteur, mais également au niveau des choix des différents codecs. Enfin, on a évoqué le cas du Canon R6 et du X-H2S qui doivent être plus considérés comme des appareils photo qui proposent de très bonnes caractéristiques en vidéo, alors que la FX30 est une caméra qui peut faire éventuellement de bonnes photos. Le R6 et le X-H2S semblent être plus appropriés pour des shooters hybrides qui cherchent à s'épanouir aussi bien en photo qu'en vidéo. Pour rappel, la FX30 est un boîtier annoncé à 2299 € et elle semble avoir un rapport qualité-prix excellent pour des vidéastes qui veulent se lancer dans la gamme cinéma. J'ai vraiment hâte d'avoir ton retour dans les commentaires pour savoir si comme moi tu es totalement hypé par cette caméra, pour savoir ce que tu en penses et savoir si tu es intéressé par cette dernière. Si tu as aimé cette vidéo et que les informations que j'ai pu t'y donner t'ont été utiles, pense à mettre un pouce bleu pour aider la chaîne. Pense également à t'abonner, mais également à activer la cloche pour ne rien rater des vidéos à venir. D'ici là, sors, prends des photos, prends des vidéos, éclate-toi et on se retrouve bientôt. Ciao.